L'idée de ce film-là, c'est ancien, c'est quand j'avais fait ce film Ma mondialisation, le premier documentaire qui est sorti au ciné, on traitait déjà de l'impact de la finance, ces fonds d'investissement qui arrivaient, qui rachetaient massivement les grosses boîtes de la vallée. Et là, il y avait eu beaucoup de débats, ça avait été rock'n'roll, le film avait été interdit à Cluse, enfin c'était quand même... Les notables n'avaient pas aimé le film, globalement les ouvriers et les petits patrons de PME étaient plutôt d'accord avec ce qu'on racontait, quoi. Mais la question qui restait, c'est comment on sort de ça, quoi. C'est-à-dire comment on reprend la main finalement. Il y en a qui rêvent de faire du cinéma depuis qu'ils sont tout jeunes et tout. Moi, c'est pas mon cas. J'arrive là un peu par hasard. Mais par contre, c'est sûr qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à faire mes films, il y a une forme cinématographique, on va dire, qui se détache d'une approche complètement journalistique. Donc, en fait, dans tous mes films, vous allez retrouver de l'humain surtout, de l'humour, de l'émotion, enfin de passer par tous ces registres du cinéma pour vous embarquer, même si c'est souvent des films qui ont du fond, c'est comment on emballe le fond par une forme qui soit justement cinématographique. Après, c'est clair que le passage à la fiction, aussi, ça émane aussi d'une réflexion de se dire pourquoi on n'irait pas toucher aussi un autre public que le public qui suit mes films, qui est un public souvent qui a envie de se documenter, politiser, ou en tout cas qui s'intéresse aux faits de société. Et là, de se dire, bah, tiens, on va sur la fiction, en plus on choisit le registre de la comédie sociale, donc on va peut-être élargir un petit peu le cercle. Il y a aussi la réflexion qui se dit, bon, je ne sais pas si on est légitime, pas légitime, mais en tout cas, pourquoi on laisserait le cinéma uniquement à des gens qui traitent de leurs problématiques, qui envahissent les écrans, qui ne sont pas des problématiques qui me passionnent beaucoup, avec des milieux sociaux qui ne me passionnent pas forcément, avec une surreprésentation aussi du monde citadin ou parisien sur des problématiques, moi, mon psy, ma famille, mon brunch, mon dîner, mon machin, mon truc. Et franchement, et pourquoi nous, on n'irait pas aussi avec des thématiques plus sociales, avec effectivement ce côté provincial, mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'on laisse ce terrain uniquement à ceux qui gravitent dans ce milieu-là à longueur d'année, quoi. Berthier va signer avec Apollo. Il conclut ça à Genève le mois prochain. Pourquoi tu nous dis ça à nous? Parce que je suis pas du tout d'accord avec ça, moi. Parce que moi, je me suis dévouée à la boîte et je me suis fait avoir. Ils m'ont pris pour faire la caution, pour faire le sale boulot, pour faire la fille de la vallée qui... Là, ils me proposent une promotion à Londres. Une belle opportunité, j'ai dit. Moi, je veux pas. Moi, je veux rester là. Vous voulez un autre truc à boire? Oui, ouais. On va prendre 4 bières, Philippe, s'il te plaît. Ok. Dans le film, même si c'est pas un documentaire, c'est hyper documenté. Et il y a une grande partie de moi dans le sens où le rapport avec mon père, enfin l'histoire de cette belle séquence de la visite d'usine avec les enfants, c'est quelque chose que j'ai vécu dans l'usine de mon père, qui lui travaillait en 3-8 dans ces usines-là. En plus, lui, j'ai perdu ma mère quand j'étais petit, donc du coup, il nous a élevés tout seul avec ma sœur en étant ouvrier, donc on avait une vie qui était aussi rythmée aussi par l'usine. En tout cas, on nous en parlait. Donc, la première fois où il nous emmène à l'usine, c'était formidable, quoi. Et c'était aussi féerique que la séquence qu'on a pour le coup magnifiée et qui fait un peu plus cinoche pour le coup dans le film. Et parce que c'est du vécu, parce que nous, on a vécu en tant que gamin, on a vécu comme ça. On entend parler de ce que font les parents à la maison quand ils sont fiers de ce qu'ils font. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui, mais et du coup, tout d'un coup, on voit à la fois ces machines, mais aussi les collègues de travail, les trucs, et c'est des souvenirs magnifiques. Donc, dans ce film, il y a l'histoire évidemment de mon père, de moi. Moi, je viens de là, hein, dans ces usines-là, j'ai installé des machines, parce qu'à l'origine, j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique, donc j'ai installé des machines automatisées dans l'usine dans laquelle on tourne. Donc les ouvriers, je les connais, le bistrot, effectivement, le bistrot, c'est un bistrot où on va boire des coups, et moi je fais de l'escalade. Le grimpeur qui grimpe sans corde, c'est quelqu'un que j'ai filmé, qui était vraiment ouvrier décolleteur il y a 20 ans, qui faisait cette falaise qui fait 300 mètres de haut, et qui faisait ça sans corde après le boulot. Effectivement, les deux enfants sont les enfants de nos voisins, et toutes les anecdotes qui sont dans le film, bah, c'est issu aussi de ma vie. Les histoires de lycée avec Julie, avec les copains un peu lourdeaux, comme on peut être de temps en temps entre mecs, bah, ça vient aussi de nos histoires à nous, avec ces petites histoires qui, quand on vit sur un territoire comme ça, bah, c'est des histoires qui se recoupent avec le temps. Et on retrouve des gens parfois, et on se connaît, on se côtoie pas forcément, mais on sait en gros qui est qui, d'où tu viens, tout ça. Et donc ce film-là, il raconte aussi ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de moi, en tout cas de mon univers dans ce film.
Regardez là. Là, c'est des toutes petites pièces comparées à là-bas, c'est beaucoup plus petit. Hop, regarde. Ça va super vite, hein. Ouais. Et encore, celle-là, c'est pas la plus rapide, hein. Ça vous plaît? Ouais. Là, c'est comme un bras articulé, en fait, tu vois. Et quand il était par là-bas pour prendre un truc comme ça, on aurait dit qu'il me regardait. Tu te regardais? Ouais, les robots, des fois, on a l'impression que c'est des gens, hein. Je pense que la montagne est aussi, dans notre vie, quand on habite là-bas, elle est quand même très présente. Moi, je la pratique l'été, l'automne, l'hiver, mais pas forcément de façon sportive, ou c'est pas des défis. C'est genre, ouais, j'en ai besoin, j'ai grandi là-dedans. Et c'est aussi vrai pour les gens de la vallée, et donc c'est pour ça qu'elle est très présente aussi dans le film. Je pense pas qu'on ait exagéré ou grossi le trait. On voit où est nichée cette histoire-là, dans cette vallée qui est entourée de montagnes, et cette falaise du Bargy qui domine, tout le monde la voit, on va, la balade du dimanche, c'est d'aller au lac Béni, là on tourne les scènes de la buvette qui est au pied de cette falaise du Bargy, et ça fait vraiment partie de notre univers, et c'est avec ce côté aussi assez intéressant, c'est que finalement c'est un lieu où les classes sociales se mélangent plutôt pas trop mal, c'est-à-dire qu'on soit ouvrier, qu'on soit patron, la montagne c'est un espace de liberté, c'est gratuit, on y va, et il y a un vrai besoin, et là il y a des rencontres qui peuvent se faire, et nous, du point de vue scénaristique, on va dire, ça nous rendait aussi bien service, cette montagne, cette falaise d'escalade, où tout d'un coup il y a un financier qui rencontre un ouvrier, ce qui dans la vraie vie est à peu près impossible, puisque chacun vit dans ses milieux sociaux et s'enferme dans ses tours d'ivoire peut-être d'un côté, et puis des lieux plus populaires de l'autre. Et là, par contre, dans la falaise d'escalade, c'était plausible. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas l'apparat du financier, il n'y a pas il n'y a pas la dialectique, il n'y a pas tous les artifices que les financiers ont autour d'eux pour les rendre, pour faire croire qu'ils sont super intelligents, super forts, et que tout ce qu'ils font est incompréhensible. Et donc du coup, quand on se débarrasse de tous ces artifices, dans une falaise, la rencontre humaine devient possible. Et ça nous rend, donc même pour le scénario, la montagne nous rend des services, pour la crédibilité du scénario. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une entreprise de décolletage. J'habite juste en dessous, là, dans la vallée. D'accord. What's that? C'est décolletage, c'est de la lingerie? Non, la mécanique de précision. Et toi, tu fais quoi, toi? Je suis private equity advisor. Ouais, tu peux me traduire? Je sers d'intermédiaire financier pour des fonds d'investissement dans le cadre de rachats de sociétés ou de dossiers de fusion-acquisition. Ah, ok. T'es dans la finance, quoi. Ouais. C'est pas trop mon truc, moi. Mais ces questions sur les personnages féminins, c'est une question qu'on a depuis le début, puisque dans le milieu du cinéma aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de cette question-là. Et nous, on partait avec une histoire de mec, puisque c'est mon histoire, l'histoire des copains. Et donc aujourd'hui, dire tu pars sur une histoire de mec dans le cinoche en France aujourd'hui, il faut faire gaffe, quoi. Volontairement, on fait le choix dès le début de mettre une directrice financière avec Julie, on met une héritière avec Joséphine, qu'elle soit bien intégrée, puis qu'elles n'aient pas des rôles pour le coup de faire valoir, parce que c'est ces deux personnages féminins qui ont les clés de l'histoire. Sans elles, rien ne se passe. On féminise aussi dans l'usine, parce qu'on a travaillé avec Raphaël Desplechin comme co-scénariste sur la dernière année. Et puis au début, elle lit l'histoire, on avait déjà bien étoffé, et puis elle dit oh là, mais c'est un truc, c'est une histoire de mec et tout, dans l'usine quand même, et tout. Je dis bah écoute, ok, mais bon, tu vas venir à la maison, puis on va aller voir comment ça se passe, quoi. Et puis quand elle est allée dans les usines, elle dit ah oui, quand même, quoi. Et donc du coup, nous, volontairement, enfin, on a remis des femmes, il y a Fatia et tout, parce que voilà, c'est pas une petite problématique dans le monde du cinéma aujourd'hui, quoi. Vous savez d'où vient le problème? Non? Non, je sais pas. Eh bien, il vient de vous, Fatia. La traçabilité des pièces, c'est magnifique. Fatia Refoufi, c'est vous qui étiez en poste. C'est vous qui auriez dû déceler le problème qui va aujourd'hui mobiliser tous nos opérateurs et engendrer un surcoût énorme pour l'entreprise. On parle de plusieurs millions d'euros, Fatia. En espérant que BM ne se retourne pas contre nous, évidemment. L'idée de base, elle était là, elle a plu assez rapidement. L'idée que des ouvriers se réapproprient les outils de la finance pour les retourner contre la finance, tout ça, l'idée de base, c'est assez plaisant, donc on a été assez vite suivis. Puis à un moment donné, c'est pas notre métier d'écrire des scénarios déjà, et puis on
plafonnait un petit peu, enfin on savait plus trop, et du coup c'est là qu'on a travaillé avec Elsevier Productions, donc, Denis Caro nous a dit on va bosser on va faire bosser une co-scénariste avec vous si vous êtes d'accord. Du coup on a choisi Raphaël. Et c'était très bien, parce qu'elle, évidemment, non seulement elle a de l'expérience, mais elle a les outils, elle a la façon d'écrire aussi, qui correspond à ce qu'on attend au CNC, par exemple, la manière d'écrire. Bon, on n'a quand même pas eu l'avance sur recette. Hein. Et puis c'est vrai qu'il faut, bon, on va pas trop se la péter, mais c'est un scénario qui est compliqué, en fait, parce que on voulait absolument que ce soit crédible, que ce soit faisable. Donc en fait, c'est pas... Moi, je suis pas financier, mais en même temps, j'essaye d'inventer. Moi, c'est un milieu que j'aime bien, que je connais quand même. Et donc, du coup, on voulait que ce soit réaliste. Et donc là, tout ce qui est raconté dans le scénario, c'est vérifiable par des financiers, des private equity advisors, comme Frédéric dans le film. Donc pour que ce soit réaliste et qu'on ne dise pas, il faut bosser, quoi. Donc, du coup, ça a pris du temps pour qu'on arrive à amener cette mécanique, et on construit le squelette, en fait, de cette mécanique de reprise pour que tout soit possible avec quel personnage. Et après, la deuxième partie, c'est comment t'emballes ça avec justement là, du cinéma, de la comédie, comment tu densifies les personnages pour qu'on soit embarqué dans cette histoire d'amitié, et puis le côté un petit peu, je sais pas comment on peut dire, un peu pieds nickelés de ces trois qui se lancent à corps perdu dans ce monde de la finance. Du coup, ça permet d'emballer ce concept qui peut être un peu compliqué, le LBO, et de rendre ça à visage humain, et puis tout simplement compréhensible par tout le monde. On va monter notre propre fonds d'investissement. Nous? Ouais. Mais à nous trois, je suis sûr qu'on peut y arriver, on n'est pas plus cons qu'eux. D'accord. Donc toi, t'es financier maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Non mais, si les fonds d'investissement achètent des entreprises sans argent, je vois pas pourquoi nous on pourrait pas le faire. On monte un fonds. Oh bah oui, c'est facile, ça. On fait ça en 2 coups de cuillère à peau. Bah ouais. Je veux dire, on se trouve une petite mise de départ, basée sur la valeur minimale de Berthier, ok? Tout le reste, on l'emprunte. On fait un prêt pour faire une LBO. Et hop, in the pocket. Attends. Et tu la trouves comment ta mise de départ? Alors, non, on parle de millions là, Cédric. Je sais, si tu comptes sur moi, c'est pas gagné. Hein. Et puis moi, j'ai pas fini de rembourser mes bécanes. J'ai pas dit que ce serait facile, c'est clair. Mais j'ai une piste. C'est clair que la fiction, elle permet ça. Elle permet aujourd'hui de faire terminer une histoire sociale bien, dans la joie et la bonne humeur. Ce qui, dans la réalité, en ce moment, on ne peut pas dire que toutes ces histoires-là se terminent bien. Mais en même temps, on a aussi une propension, nous, on va dire, gens qui s'intéressent aux questions sociales, à parler de ce qui va mal aussi. C'est-à-dire, tu vois, il y a une propension à dire, voilà, il n'y a rien qui va, on perd tout et tout, mais il faut aussi à la fois montrer des histoires qui se terminent bien, et aussi dans la réalité, quand il y a des choses qui se passent bien, il faut le dire aussi, parce que si sans arrêt t'es là à plomber tout le monde en disant, voilà, il y a la retraite, il y a les machins, on n'y arrivera pas, c'est foutu, c'est en fait ce que les dominants dans notre monde souhaitent, c'est-à-dire que tout le monde soit abattu et dise il n'y a aucun possible, tout est foutu, there is no alternative, comme disait Margaret Thatcher, et ça, tout le monde s'adapte à ce discours-là. Moi, je n'ai pas ce discours-là, j'ai trop travaillé sur les questions d'histoire sociale pour montrer qu'il y a eu des grands moments dans notre histoire où les gens se sont pris en main, et il y a eu un déclic à un moment donné, on a fait des super belles choses, mais on les a faites quand on s'est mis ensemble, certainement pas quand on nous a mis les uns contre les autres. Et sur les Jours Heureux, sur le Conseil national de la résistance ou sur la sociale, c'est des histoires magnifiques de gens qui se groupent dans des situations qui sont socialement et économiquement bien pires que les nôtres, et on fait des choses magnifiques. Donc il faut aussi entretenir cette flamme-là. Je crois que dans les films que j'ai faits, mais ceux que j'ai fait aussi avec François Ruffin, quand on peut mettre un peu d'humour, je crois que ça fait passer les choses difficiles, mais aussi ça redonne du cœur et de l'énergie aux militants, ou en tout cas aux gens qui ne veulent pas accepter le monde tel qu'il est, quoi, et tel qu'il va. Eh ben, je m'en souviendrai de cette négociation, hein. Nous aussi. Nous aussi, ouais. Ah, c'est pour nous. Cédric? D'où ils viennent ces 2 millions supplémentaires? Bah, on a tous nos petits secrets, toi. Toi, par exemple, tu nous avais pas dit que t'allais nous mettre un coup de couteau dans le dos. Ils t'ont filé combien déjà, Performance Machin, pour nous trahir? Le pactole? Bien plus que vos misérables 2% que vous penserez me donner au plus vite, d'accord? Mais non. Article 11, alinéa 4, tu te souviens? Non? Dans le contrat? Tes 2%, c'était au cas où tu finalises la vente avec nous, mais là, comme tu seras plus là... Donc tes 2%, tu sais où tu peux te les mettre.
Dommage. On voulait être réaliste, donc la réalité c'est que déjà dans la vallée de l'Arve, là où se passe le film, il y a moins de 2% de syndiqués parce que c'est beaucoup de PME, donc les syndicats n'existent quasiment pas. Et en même temps, ça nous paraissait plus intéressant de développer des nouveaux modes d'action dans l'entreprise comme ça, en utilisant les outils de la finance et les retourner contre elle, et de passer par un personnage qui effectivement au début réfute les idées de son père. Enfin oui, comme tu dis, ta politique, tes syndicats, on en a marre, on ne veut plus en entendre parler et tout. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui, dans son action tout le long du film? Il va chercher ses potes, il va chercher des alliés un peu partout, ils se groupent, ils mettent en place un blocage dans l'usine, etc. Et au final, ils se réapproprient leur outil de travail. Donc c'est ni plus ni moins que les théories de son père, il met en application les théories de son père. Donc à la fin, avec cette rencontre avec le père, tu te dis que finalement, les théories de son père, c'est pas si vieillot que ça, et c'est toujours d'actualité. Et donc du coup, ça réhabilite aussi, je crois, la politique et le syndicalisme, mais par d'autres voies et par un mec qui se revendique pas avec une carte, une étiquette CGT sur le front. Et ça nous paraissait plus intéressant et plus subtil de passer par cette voie-là que d'avoir choisi dès le départ un Cédric militant CGT qui va partir la fleur au fusil pour s'attaquer au monde de la finance. Là, on nous amène sur cette question-là, mais par la bande, quoi. Alors, comment ça se passe à l'usine? Ça va. T'es toujours en équipe avec Rachid? Il a toujours bien bossé, Rachid. Depuis le premier jour où il a commencé avec moi. Et Bernard? Pas encore en retraite? Bernard, il s'est fait arracher la main par sa machine, ce matin. Oh merde. Avec les cadences qui nous imposent, ça devait arriver. Depuis que je suis parti, il n'y a plus de syndicalistes pour les emmerder. Alors ils se croient tout permis. Ouais, bah c'est bon. Syndicaliste ou pas, ça va rien changer, hein. Mais si! Justement, on se serait battus. Non! C'est bon, je te dis. Tu nous as déjà assez saoulés, maman et moi, quand tu travaillais, là, ta politique, tes syndicats. Le monde, il a changé, tu vois. Il a changé? Ouais. Toujours les mêmes qui s'engraissent. Sur le dos de ceux qui travaillent. Stop. C'est même de pire en pire. C'est bon. On a toujours l'impression de réinventer un petit peu, puis d'être nouveau, mais en fait, malheureusement, on ne réinvente pas grand-chose. En tout cas, sur les questions sociales, c'est ce qu'on montre aussi dans nos documentaires, même si on nous fait croire à la modernité, à ce qu'il faut être moderne, on fait vieillir les questions politiques. La question fondamentale sur l'organisation collective, c'est qui produit des richesses et comment tu les partages derrière. Cette question-là, elle reste fondamentale. C'est qui se sert, qui profite de son travail, qui profite du travail des autres, et puis où tu places le curseur. Et en fonction de différentes périodes de notre vie sociale et politique, le curseur il bouge. À un moment donné, tu en as un peu plus pour les salariés, tu en as un peu plus pour les patrons, et depuis 30-40 ans, tu en as énormément pour la finance qui se place au-dessus de ça et qui viennent ponctionner des richesses partout où il y en a qui se constituent. C'est cette logique des LBO qui était quand même... qui est un outil formidable dans l'industrie, qui est né il y a 25 ans, parce que tout simplement la finance avait réussi avec les politiques libérales à ponctionner des richesses dans les grosses boîtes du CAC 40 par la bourse, qui à l'origine, la bourse était quand même un outil qui servait à amener de l'argent dans les entreprises. Ça a été complètement dévoyé dans les années 80, ça est devenu un outil qui permettait d'extraire des richesses des entreprises pour que les actionnaires se gavent. Quand on voit l'évolution du rapport entre les richesses créées, reversées aux salariés et reversées à la finance, c'est exponentiel. Et il y avait quand même tout un pan de l'économie qui échappait à la finance, c'est le monde des PME. Et cette méthode des LBO qu'on décrit dans Reprise en main, ça a été un outil formidable justement pour se nicher dans les PME et extraire des richesses de ces PME et puis aller remplir des poches déjà bien pleines et surtout de faire quitter des richesses du territoire là où les richesses sont créées. Voilà pour vous, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le LBO, c'est donc t'as l'acheteur, si tu veux, santé, le fonds d'investissement qui apporte quasiment rien comme fonds propres. Environ 10 ou 20% du total de l'entreprise et le reste est payé par un emprunt. Ouais, bah ça c'est normal. Sauf que l'emprunt, quand toi tu fais un emprunt, c'est toi qui le rembourses. Sauf que là, c'est la boîte. Je veux dire que c'est la boîte qui se rachète elle-même.
Mais alors le fonds d'investissement, il devient quand même le nouveau propriétaire. Ouais. C'est malin, non? Bah c'est une arnaque surtout. Bah, je sais pas, en tout cas c'est légal. Et ça peut être le jackpot, parce qu'en fait, si tu veux, quand le fonds d'investissement il revend l'entreprise 4 ou 5 ans après, il empoche non seulement le bénéfice sur la vente, tout l'argent qu'il a accumulé pendant ces années-là, et en plus de ça, tout ce que la boîte a déjà remboursé sur le prêt. Mais non. Jackpot. Alors nous, c'est sûr qu'on traite ça à l'échelle de notre petite usine Berthier, là, nichée en Haute-Savoie. Mais les LBO, le volume d'affaires en 2021, c'est 1224 milliards de dollars. C'est pas rien. Même la Banque Centrale Européenne a pondu un rapport en juin dernier en tirant le signal d'alarme en disant que les entreprises aujourd'hui sont beaucoup trop endettées parce qu'elles sont endettées à peu près à l'équivalent de ce qu'elles étaient endettées en 2008 avant la crise financière. Et pointe directement la responsabilité des LBO dans ce taux de surendettement. Donc elle n'est pas que dans cette petite histoire de reprise en main, c'est un phénomène qui est colossal. Mais est-ce qu'on va avoir des politiques courageux pour remettre des règles là où on a tout enlevé? On attend. C'est pas avec les amis de la finance qu'on a à la tête de l'État en ce moment que ça va se passer. Ça, il va falloir changer un petit peu. Allez, on va mettre tout ça au propre. Noir sur blanc, sur un papier. Reprise de la boutique Berthier. Direction de production, c'est quand même le plus important. Denis Bro, on est bien d'accord, Denis? Ouais. On t'accorde le directeur de production. Absolument. Moi, je prends l'acquisition, je prends les achats. Ouais, très bien. C'est essentiel, la direction. Cédric, direction. Non. Allez hop, directeur. Non, je sais pas, parce que moi, je veux pas tout seul, parce que moi, on a dit qu'on gardait collectif. Chine. Non, je veux pas le directeur, la direction. Tu vois, on sera plusieurs, c'est collégial. Est-ce que les salaires plafonnés, on plafonne les salaires. Ah oui, ça, nous sommes des progressistes. Salaire plafonné on ose de 1 à 7. Ça, c'est pas osé, 1 à 7. On ose de 1 à 3. Bah attends. 1 à 3. Pas de versement de dividendes. Non, mais pas de versement de dividendes, on réinvestit tout dans l'outil de production. Ok, on réinvestit. Et 50% du conseil d'administration pour les ouvriers, ça c'est important. Comme ça, dans quelques années, si on veut, on se transforme en SCOP. En SCOP. Coopérative. Ça c'est entendu. Mais la question de la répartition de richesse fait qu'aujourd'hui, tu as pas loin de 10 millions de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, que tu as de plus en plus de disparités. Vous voyez dans quel marasme on est. Alors qu'il n'y a aucune raison sur le papier. Si tu as un extraterrestre qui arrive, tu dis vous êtes débile, pourquoi l'autre il gagne 1000 fois plus que celui-là? Il ne va pas manger 1000 fois plus, il ne va pas avoir 1000 bagnoles, il ne va pas avoir. Toi, sauf que la force de cette idéologie nous laisse croire que tout ça c'est normal et que chacun mérite, que la société du mérite et que tout ça c'est. Voilà, t'as des gens qui sont brillants et donc c'est normal qu'ils soient multimillionnaires. Bon, moi je ne crois pas à cette histoire-là. Mais encore une fois, il y a une force de communication, une force idéologique qui a aussi une capacité à activer chez l'être humain les ressorts de l'égoïsme ou de la méfiance vis-à-vis de l'autre qui devient un ennemi, qui devient un concurrent. Et ça, on a baigné là-dedans. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique et quand j'étais étudiant, le discours, c'était systématiquement il faut savoir se vendre, il faut être mobile, il faut savoir se battre. L'autre, c'est un ennemi. L'autre devient, là où ça peut être un allié, parce que fondamentalement, on le sait, ça, nous, qu'on est mieux quand on est ensemble et qu'on fait des choses vachement mieux quand on est ensemble. Mais eux, ils réussissent à nous faire croire que non, l'autre, il est dangereux. T'as le méchant étranger, t'as le méchant profiteur, il y a des méchants partout. Enfin, on est abreuvé, alors que la vie, c'est pas ça, quoi. Donc à nous aussi de faire en sorte de réhabiliter un peu les bienfaits du collectif. Cédric. Quoi? Il y a le vieil ours qui a donné des cendres de sa montagne.